Le Porte-Rune. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 24. Un mal pour un bien. Philippin salivait devant les morceaux de légumes et de poissons qui baignaient dans son bouillon. Malgré tout, elle prit le temps de réduire les ingrédients bouillis avant de nourrir le petit qu'elle gardait sur ses genoux. Pendant ce temps, le Porte-Rune engloutit son assiette et se resservit à plusieurs reprises. Une fois que Thomas fut rassasié, la créature se jeta elle aussi sur la marmite. Witmer les observait avec son sourire en coin, réjoui de voir ses deux convives remplir leur ventre avec tant d'enthousiasme. Une fois le dîner terminé, il débarrassa la table alors que le rôdeur allumait sa pipe. « Witmer, pourriez-vous montrer sa chambre à Philippin ?» Le vieillard acquiesça. « Bien entendu. Vous ne voulez point d'aide pour nettoyer tout ça ?» proposa la change-forme en désignant le plan de travail recouvert d'épluchures et de restes de poissons. « Oh non, non, non !» répondit Witmer avec un sourire généreux. « Vous devez être exténué, ma pauvre amie. Permettez-moi de vous montrer où vous allez dormir, d'accord ?» Il attrapa un candélabre qui patientait au sommet d'une armoire et ouvrit la porte. Philippin lui emboîta le pas. Ils grimpèrent un escalier qui partait du vestibule à l'entrée et arrivèrent dans un corridor. Une porte était flanquée de chaque côté et une dernière se trouvait au fond. Le parquet craquait sous leurs pas. Il était gondolé et pourri par l'humidité. Étrangement, les murs, eux, semblaient parfaitement secs. Witmer s'arrêta au niveau de la première porte sur la gauche et se retourna vers Philippin. « Votre chambre, madame. Celle d'en face est celle de votre ami. » Il tendit le candélabre à la change-forme. « Et la vôtre est au bout du couloir ?» demanda-t-elle en attrapant le chandelier. Witmer fit non de la tête. « Ça va aller pour redescendre ?» Cette fois-ci, il leva un sourcil. « Je veux dire, on n'y voit rien. »« Bonne nuit, madame, » lui répondit-il avec son rictus habituel. Il laissa seul la change-forme avant de disparaître dans les ombres d'où il était venu. Philippin posa la main sur la poignée et suspendit son geste. D'un revers du candélabre, elle balaya le couloir. Poussée par la curiosité, la créature s'approcha un peu plus de la porte du fond. Des planches, clouées dans le bois, barricadaient l'accès. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle pensa un instant à écouter à la porte, mais renonça dans la seconde qui suivit, se rappelant de l'avertissement du Porte-Rune. Elle entra donc dans sa chambre. La pièce n'était pas très grande. Un lit était collé près d'une fenêtre et quelques armoires couvraient les murs. Il y faisait froid et une odeur de poussière flânait dans l'air. Philippin épousseta les draps, puis elle ajouta de nouvelles couvertures sur la literie. Enfin, elle se glissa sous les couettes avec le petit, qu'elle gardait enlacé contre elle. Thomas dormait comme un loir, manifestement éreinté. La change-forme lui caressait la tête, prêtant une oreille au moindre bruit de la maison. La vieille demeure grinçait de toutes parts, et le vent sifflait dans d'étroits chemins que lui seul pouvait connaître. Les voix étouffées du Porte-Rune et de Witmer remontaient dans la chambre, atténuées par le plancher. Philippin ne s'endormit pas tout de suite. Elle se sentait faible, écrasée par la fatigue. Mais pourtant, elle ne trouvait aucune quiétude. Le souvenir de Roland la tourmentait. Les paupières closes ou non, la face suppliante et couverte de larmes de la jeune chasseresse ne disparaissait pas. Elle demeurait là, dans le noir, avec deux yeux accusateurs suspendus au-dessus de son visage éclaté. La change-forme se tournait et se retournait dans tous les sens, la gorge serrée par les sanglots, hantée par le remords. Elle luttait pour ne pas s'effondrer en larmes, elle qui était à bout de force et qui malgré tout ne pouvait trouver le repos. Une crise de panique couvait à nouveau au fond de sa poitrine. L'angoisse gagnait. Soudain, un nouveau son se fit entendre. Des bruits de pas montaient de l'escalier au fond du couloir. Une lumière apparut sous le seuil de la porte, si faible d'abord, puis grandit au fur et à mesure que les craquements du parquet s'intensifiaient eux aussi. Le Porte-Rune regagnait sa chambre. Intérieurement, Philippin pria pour qu'il s'arrête, pour qu'il vienne frapper à sa porte et lui proposer son aide. La lumière s'arrêta au niveau du seuil. Elle entendit la poignée coulisser sur elle-même, puis la porte s'ouvrir et se refermer tout aussi doucement. Philippin ouvrit les yeux, mais rien.
Le porte-rune avait rejoint son propre lit. Elle était seule, plus que jamais, cramponnée à Thomas comme s'il pouvait la préserver du monde qui l'entourait. 1 heure passa, puis une deuxième. Finalement, la change-forme quitta son lit. Elle ne pouvait rester là, sans cesse harcelée par ses tourments. Elle ralluma le candélabre et entr'ouvrit la porte du couloir. Tendant l'oreille, il ne lui parvint rien de plus que le chant feutré d'un courant d'air. Philippin sortit de sa chambre et emprunta les escaliers afin de retourner aux cuisines. Elle y déposa la chandelle sur la table et s'assit, les 2 mains enserrant son visage. Enfin seule, elle craqua. La malheureuse éclata en larmes, bruyamment et sans retenue. Son corps palpitait, agité par les spasmes de ses sanglots répétés. Lorsqu'elle parvenait enfin à chasser le visage de Rolande de son esprit, la vision des dépouilles qui pullulaient dans la caverne envahissait ses pensées, accompagnée de la voix qui revenait elle aussi, résonnant à nouveau dans son crâne. De sa longue vie, ce fut l'instant le plus douloureux qu'elle eût jamais à affronter. « Pardonnez-moi », Philippin sursauta. Witmer avait chuchoté, dans l'espoir de ne pas la surprendre. En vain. « Madame, que se passe-t-il » La change-forme essuya ses larmes en vitesse. « Rien. S'il vous plaît, laissez-moi, » demanda-t-elle. « Je suis désolé, mais vous avez plutôt l'air d'avoir besoin de compagnie, d'une oreille pour vous écouter. Je me trompe ?» Philippin regarda Witmer avec un air désabusé. « Et vous pensez sincèrement que ce serait à vous que j'irais me confier ? Vous divaguez, mon pauvre ami, » lui rétorqua la créature. Le vieillard n'en prit pas ombrage. Il se contenta d'avancer de quelques pas dans la pièce avant de se camper devant la change-forme. Cette dernière, les yeux rougis, le regarda quelques instants. Le grison se pencha vers elle, un sourire compréhensif accroché aux lèvres. « Madame, quel mot pourrais-je bien vous infliger en vous prêtant l'oreille ?» Witmer fit non de la tête en regardant au plafond, avant d'inspirer profondément. « Comme c'est ironique », fit-il remarquer. Philippin, gardant ses yeux fixés sur lui, se demanda si c'était bien de l'air qui gonflait ses poumons. « Vous ne voudriez pas vous confier à moi en vertu de ma nature, et pourtant vous avez l'air d'avoir toute confiance envers notre hôte. Il a beaucoup de défauts, certes, mais ce n'est point un combinard, » le défendit Philippin. « Vraiment ?» releva Witmer. Il tira une chaise et s'assit à son tour, joignant les mains sur la table. « Que vous a-t-il révélé à propos de l'endroit où nous nous trouvons ? À propos de cette demeure ? Il m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous étiez libre de vaquer dans la maison, contrairement aux autres monstres qu'il n'a pas pu tuer, et qui sont enfermés ici. Et il m'a également ardemment conseillé de ne point vous faire confiance. » Witmer s'enfonça dans sa chaise et croisa les jambes. « Permettez-moi de vous demander quelque chose, madame. Vous n'êtes pas obligée de répondre. Pourquoi pensez-vous que je suis enfermé ici ? Je veux dire, ici, dans cette maison. Pourquoi suis-je libre et non isolé à l'abri des regards comme les autres ?» Philippin garda le silence. Witmer parlait calmement, son ton était doux, pédagogue. « Parce qu'il a besoin de moi, madame, tout simplement. Je ne suis pas qu'un prisonnier ici. En son absence, je suis aussi le geôlier de ceux qui croupissent en ces murs. Lorsqu'il est loin d'ici, qu'il chasse une abomination comme celle qui vous a poussé à vous réfugier sous ce toit, croyez-vous qu'il pourrait laisser un endroit pareil sans protection ? Bien entendu, personne n'habite dans les parages. Mais si un beau jour, des voyageurs venaient inopinément frapper à sa porte en son absence, que se passerait-il ? Witmer pencha la tête pour l'inviter à répondre, mais Philippin demeura muette. « Laissez-moi vous éclairer. Il pourrait découvrir ici des choses que notre ami commun ne voudrait pas voir lui échapper. Il se sert de moi comme il se sert des autres. Nous sommes des outils entre ses mains, rien à voir avec la possibilité ou non de nous détruire. » Les joues de Philippin séchaient doucement. Elle regardait Witmer avec défiance, malgré l'honnêteté dont le grison semblait faire preuve. «
Le vieil homme se leva et se dirigea vers la porte. « Je vous présente encore mes excuses, madame. Je vois bien que vous êtes tourmentée. À vos yeux, je sais que je mérite mon sort. Mais il était important pour moi de vous informer sur la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je pense cela plus juste. Alors, si vous ne souhaitez pas en parler, laissez-moi au moins vous offrir mon aide, pour trouver le repos. Vous l'avez amplement mérité. » Wittmer quitta la cuisine pour le vestibule adjacent. Philippin ne le voyait plus, mais il l'entendit ouvrir une porte. Elle resta là une bonne minute, à patienter, jusqu'à ce que l'homme de maison ne reparaisse dans l'embrasure. Il s'approcha d'elle et lui saisit la main avec douceur, avant d'y glisser une fiole contenant un liquide verdâtre. « Buvez cela, ma chère, et vous dormirez comme votre bébé, » promit Wittmer avec assurance. « Ne craignez rien. Notre ami commun en prend régulièrement pour trouver le sommeil. Je les concocte moi-même. » Wittmer posa une main affectueuse sur son épaule. « Je veille sur vous, et croyez-moi, il n'y a rien à des lieux à la ronde qui puisse m'empêcher de remplir ce devoir. » Le vieillard lui souhaita bonne nuit et la laissa là. Philippin remonta dans sa chambre peu après. À la lueur des bougies posées sur sa table de chevet, elle contempla la fiole de Wittmer. Exténuée, les nerfs à vif, elle débouchonna le récipient avant d'en avaler le contenu d'une traite. Une brume monta devant ses yeux, sa vue s'obscurcit et elle s'endormit sans être rattrapée par ses cauchemars. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, midi était passé depuis longtemps. Philippin quitta son lit et ouvrit les volets. Un soleil radieux illuminait le paysage. Éblouie, elle plissa les yeux pour voir le jardin en contrebas. Le porteur-une était là, assis seul sur un banc au milieu d'une terrasse enneigée. La change-forme l'observa quelques secondes avant de revenir au lit pour y trouver Thomas, toujours endormi. À sa vue, Philippin sentit son cœur gonfler de courage. Elle s'habilla et enroula l'enfant dans les couvertures avant de le prendre dans ses bras. Sa petite tête sortait du cocon en tissu. Philippin descendit aux cuisines, mais s'arrêta dans le vestibule pour constater un salon sur sa gauche. Un divan et un fauteuil encerclaient une table basse, sur laquelle un plateau reposait. Chargé de mets, il semblait avoir été déposé là à l'intention de la change-forme et du petit. Un feu brûlait dans l'âtre et réchauffait la pièce. Philippin s'installa sur le divan. Tandis qu'elle donnait à Thomas son petit déjeuner, elle vit le porteur-une par la fenêtre. Il demeurait assis sur son banc, les yeux levés vers le ciel, l'air pensif. Une fois le ventre plein, la voyageuse sortit de la maison pour le rejoindre. Elle l'extirpa manifestement de ses songes lorsque la neige craquela sous ses bottes. « Bien dormi ?» demanda-t-elle. Elle avait l'habitude d'être ignorée lorsqu'elle lui posait ce genre de questions, mais ne désespérait pas qu'un matin, son compagnon se décide enfin à échanger des banalités de ce genre. Philippin prit place à ses côtés. Elle resta là, contemplant les montagnes qui l'entouraient, en silence. « Comment fais-tu pour vivre comme ça ?» finit-elle par demander. « Je ne voyage avec toi que depuis peu de temps, et pourtant j'ai l'impression d'avoir vécu les horreurs de 10 vies. Avant de me jeter la pierre, je te rappelle que je t'avais prévenu, Philippin. Mais, je l'avoue, je ne m'attendais pas non plus à ce que les événements prennent cette tournure, admit le porteur-une. Puis-je te poser une question ? Son compagnon retint un petit rire amusé. Comme s'il était possible de te faire taire, railla l'intéressé. La change-forme ignora sa remarque. Wittmer, est-il si mauvais que ce que tu m'as dit ? Enfin, ce que j'entends par là, c'est qu'il n'a pas l'air d'être particulièrement malveillant. Pour être tout à fait sincère, il me semble honnête, rassurant et bienveillant. Le rôdeur inspira profondément. Il l'est, convint-il, à sa manière. Et tu peux le croire lorsqu'il te dit qu'il ne te fera pas de mal, mais à la condition qu'il ait besoin de toi. Je ne sais pas si cela est facile à comprendre pour toi, mais ça ne l'est pas pour un humain. De se mettre à la place de la proie. Wittmer n'a pour toi que l'affection d'un paysan pour ses bêtes. Il te saignerait comme une chèvre qui ne donne plus de lait s'il venait à y trouver une utilité. Mais tant que ce ne sera pas le cas, il veillera sur toi,
pour son propre bien. Et c'est vrai ce qu'il dit ? Le porteur-une croisa le regard de Philippin. C'est vrai que tu te sers de lui pour garder ta maison ? Que c'est pour cette raison qu'il n'est point enfermé comme les autres ? Le rôdeur lut la crainte de la change-forme dans son regard. « Viens, dit-il en se levant. Suis-moi. » Philippin précéda le rôdeur tandis qu'il se dirigeait en bordure du terrain. Ils traversèrent le jardin, passèrent devant l'écurie où les talons se reposaient encore et arrivèrent à la lisière du bois. Le porteur-une s'arrêta. Il cherchait quelque chose du regard. « Qu'est-ce qu'on est censé trouver ?» questionna la change-forme. Le rôdeur désigna une stèle qui sortait du sol un peu plus loin. « Ça !» Ils approchèrent de la pierre. Elle était identique à celle que Philippin avait remarquée la veille en arrivant. Pas plus haute qu'un homme, la stèle était taillée. Elle arborait 8 faces de même taille et se terminait par une pointe à son sommet. Couverte de gravures, la change-forme s'attarda sur les symboles. « Ils ressemblent à ceux que tu portes dans le dos », fit-elle remarquer. « Non, ils ne sont pas identiques. Mais en effet, je peux comprendre ta comparaison, » approuva le porteur-une. Thomas se réveilla, la mine contrariée et le visage vermillon. Des bulles gonflaient puis explosaient devant ses lèvres. « Et qu'est-ce que ces pierres ont à voir avec Wittmer ?» souleva Philippin en frottant le dos du bébé. « Tout. Il y en a une bonne vingtaine autour de la maison. Elles sont consacrées et forment une barrière infranchissable pour toutes les créatures de l'ombre, y compris pour certains maudits qui sont revenus d'entre les morts, comme celle qui nous a poussés à nous retrancher ici. Aucune d'entre elles ne peuvent la traverser, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. »« Ce sont des pierres bénies qui nous protègent ?» demanda Philippin avec stupéfaction. Le rôdeur esquissa un sourire narquois. « Il m'a été appris que ces pierres étaient habitées par la puissance de la foi de ceux qui les dressent, et que c'était cette foi qui repoussait ainsi les abominations. » Le rôdeur cracha sur le sol. « Connerie. Depuis, j'ai appris que ce rituel était antérieur à la création de l'Église, et qu'il avait été spolié à des tribus barbares aujourd'hui éradiquées, qui utilisaient cette méthode depuis des temps immémoriaux. J'ignore quelle puissance empêche les monstres tapis dans les ténèbres de pénétrer ici, ou d'en sortir, mais elle n'a rien à voir avec les neufs. Ce qui est certain, cependant, c'est que cela fonctionne. » Philippin caressa les symboles gravés dans la roche. « Donc, tu te sers bien de Wittmer, n'est-ce pas ?» questionna-t-elle en se retournant vers son compagnon. « C'est un mal pour un bien, c'est ça ? Seul compte le résultat ?» lui lança-t-elle en serrant Thomas contre elle un peu plus fort. Le porteur-une baissa le regard vers le petit. « Seul compte le résultat », répéta-t-il. Le voyageur devina sans peine la désapprobation de son invité. « Comment avez-vous attrapé Wittmer ?» lui demanda-t-elle. Le rôdeur prit sur lui pour étancher sa soif de curiosité. Il sentait bien que Philippin avait besoin de comprendre où elle avait mis les pieds, et il lui fallait, pour la suite des événements, qu'il regagne un peu de sa confiance. Pour faire court, je venais d'accoster à Sobrem, une ville portuaire sur la côte des Algues Noires. J'y ai appris que des meurtres récurrents étaient perpétrés dans un hôpital. Les victimes étaient toutes retrouvées exsangues dans leur lit au matin. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre à quel genre de créature j'avais affaire. Et je savais qu'il me serait impossible de débusquer un noctule sans aide. J'ai donc dû quérir les services de ma première pensionnaire. Philippin l'interrompit. « Tu as utilisé l'aide d'un monstre que tu avais déjà capturé pour en emprisonner un autre ?»« Parfaitement. L'aide de ma toute première prisonnière, Greta. » Philippin frémit à l'entente de ces mots. Elle savait que d'autres aberrations étaient captives dans la maison, mais le fait d'apprendre le nom de l'une d'entre elles rendait soudainement cette réalité bien plus palpable. Elle est emprisonnée sous la maison, dans une pièce située sous la cave. Greta est une babélienne, un monstre qui possède une particularité très utile pour quelqu'un comme moi. Elle est capable de connaître et d'absorber tous les souvenirs d'une personne dont elle a goûté la chair, la salive ou le sang. Alors, j'ai soudoyé le médecin de la morgue pour obtenir des restes des victimes du meurtrier et les ai apportés à Greta. Elle a ainsi rapidement pu me révéler qui était leur assassin. Il s'agissait bien sûr de Wittmer, qui était à l'époque l'apothicaire en chef de l'hôpital. Wittmer droguait certains patients à son goût à l'aide d'une décoction de son cru.
et se sustenter ensuite de ses victimes encore vivantes. Philippin sentit ses os se glacer. Elle avait bu l'une des potions de Vitemer la veille pour s'endormir. Thomas se mit soudainement à pleurer. « Viens, rentrons, » dit le porte-rune avec un air détaché. « Le petit va prendre froid. » Toujours hébété, Philippin acquiesça. Les deux compagnons rentrèrent se mettre au chaud. Ils s'installèrent au salon, près de la cheminée. Le rôdeur en profita pour fumer sa pipe, confortablement assis dans un fauteuil massif près de l'âtre. Philippin, pensive, gardait les yeux plongés dans les flammes. Puis, sans détourner le regard, elle brisa le silence. La chambre au fond du couloir. Il y a quelque chose dedans ? Le porte-rune souffla un nuage de fumée qui monta jusqu'aux poutres au plafond. « Non, il n'y a personne là-dedans, » répondit-il sèchement. Philippin entendit la tension dans sa voix. « Pardon, je ne voulais pas... »« Ce n'est rien, » la coupa-t-il. Le rôdeur chercha ses mots quelques secondes avant de reprendre. « Cette maison appartenait autrefois à une famille. Un couple vivait ici avec leur fille. »« Comment s'appelait-il » interrogea la change-forme, qui souhaitait en savoir plus. « Astrid, Adalbéron et Agonde. Ils ne sont plus de ce monde désormais. » La voix du porte-rune était subitement devenue plus sombre, encore plus terne qu'à l'accoutumée. Philippin y devinait une tristesse dissimulée depuis longtemps. « Vous voulez me dire ce qui leur est arrivé ?» Ils ont subi les conséquences d'un choix qui n'était pas le leur. C'était vos amis ? Ça suffira, Philippin, trancha-t-il promptement. Écoute, il faut que nous parlions de quelque chose d'important. La créature se pencha en avant, comme pour manifester son intérêt. Nous sommes en sécurité ici. Mais tant que la dame n'aura pas été détruite, nous serons nous aussi ses prisonniers. Et elle n'aura de cesse que de patienter à l'orée de la barrière tant qu'elle n'aura pas récupéré l'enfant. Le porte-rune tourna la tête vers le petit qui dormait près du feu. Thomas ne sera jamais en sécurité tant qu'elle n'aura pas été détruite. Tu comprends ? Je vais devoir m'occuper d'elle, Philippin. Et le plus tôt sera le mieux. Je ne compte pas laisser cette aberration nuire plus longtemps. Il fixa Thomas, qui somnolait à 2 pas de lui, avant de relever les yeux vers son interlocutrice. Philippin, la poitrine serrée par l'angoisse, contemplait le porte-rune avec un mélange de crainte et de gratitude. Et si... commença-t-elle, gênée. Et si je ne parviens pas à la détruire, termina le rôdeur pour elle. La change-forme hocha timidement la tête. Alors tu devras fuir, seul. Les yeux de Philippin s'écarquillèrent et une poussée d'adrénaline lui traversa le corps. Si je suis tué, Vitemer représentera un vrai danger pour toi. La seule raison pour laquelle il ne s'en prend pas à toi est ma présence ici. Il ne veut pas que nous soyons brouillés, lui et moi. Mais si je meurs, prends mon cheval et fuis, sans le petit. Quoi ? Comment ça, sans le petit ? Elle crut presque ne pas avoir bien entendu. La dame te poursuivra partout si tu prends l'enfant avec toi. Il n'y a qu'ici qu'il sera en sécurité, expliqua le porte-rune avec calme. Tu plaisantes ? En sécurité dans cette maison ? Avec Vitemer ? S'insurgea-t-elle en bondissant du divan. Vitemer ne tuera pas l'enfant. Il serait trop précieux pour lui. Comme je le connais, il l'élèvera jusqu'à ce qu'il puisse l'utiliser pour sortir d'ici, prédit le rôdeur. Jamais je ne partirai sans lui, affirma-t-elle avec aplomb. J'ai fait une promesse à Sophia, et trop de choses ont découlé de la parole que je lui ai donnée. Le porte-rune lui adressa un sourire sincère et bienveillant. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi. Malgré sa cicatrice qui lui déchirait la bouche, elle le trouva beau. Il se leva à son tour et attrapa le menton de son ami entre son pouce et son index. « Ne t'inquiète pas trop. Je règle ça ce soir, Philippin. Et je compte bien dévoiler à ce monstre toutes les cartes de mon jeu. »